Vous écoutez Passion Frisson. Bonjour à tous, bienvenue au 6e épisode de Passion Frisson, un podcast dédié à l'étrange et au macabre. Je suis Xara, passionnée de contenu culturel et de divertissement explorant les thèmes de l'horreur, du crime, des phénomènes étranges et des mystères irrésolus. Je suis ravie de vous présenter mes dernières découvertes que je partagerai avec vous à travers des épisodes thématiques chaque mois. Ce mois-ci, je vous ai préparé un épisode spécial car je serai accompagnée de Kim. Oui! Nous vous partagerons nos films creepy pour le mois d'Halloween. Depuis quelques années, chaque mois d'octobre, je me prépare une programmation de films pour souligner le mois de l'horreur. Parfois nostalgique, parfois nouveau et surtout toujours effrayant, la liste ne cesse de s'allonger et de s'améliorer avec le temps. Soucieuse de partager avec vous mes meilleures recommandations, j'ai décidé de laisser passer les classiques que vous connaissez déjà. Je vous présente aujourd'hui mes 2 recommandations pour octobre. Attachez-vous! Mr. Babadook est un film d'horreur psychologique australo-canadien de 2014 réalisé par Jennifer Kent. Il aborde les thèmes du deuil, de la dépression et du lien impénétrable de la relation mère-enfant à travers la métaphore imagée d'un monstre au chapeau melon surgissant la nuit. L'histoire suit Amelia, une mère veuve et son fils Samuel, tout juste 7 ans. Ils vivent dans une maison sombre et inquiétante où l'ambiance qui règne n'annonce rien de joyeux. Le fils, Samuel, présente des comportements étranges et sinistres pour son âge, dormant très peu et aimant fabriquer des armes pour se défendre contre les monstres imaginaires. Il parle aussi constamment de la mort. La mère, elle, semble définitivement épuisée et à bout de s'occuper d'un enfant exigeant que personne ne semble apprécier autour d'elle, que ce soit à l'école ou même sa propre famille. Un soir, Samuel demande de lire un livre spécial qui s'appelle Mr. Babadook. C'est une histoire de monstre dans le placard avec une twist un peu plus dark, même meurtrière. À partir de ce moment, l'enfant ne fait que parler du monstre et semble le voir la nuit. Chaque jour, les apparitions sont plus intenses et les manifestations du Babadook sont de plus en plus visibles, plus fortes que la veille, jusqu'à en entraîner tous les habitants de la maison. Le manque de sommeil entraîne Amelia dans un univers de paranoïa où les cauchemars, la réalité, la fiction, la folie, les rages de meurtre, les hallucinations et les visions d'horreur s'entrelacent dans une ribambelle de scènes effrayantes, non pas à cause du monstre dans le placard, mais de la démence qui s'empare de la famille et qui menace de l'éliminer à tout instant. Plus le film avance, plus la réalité derrière le Babadook vient à la lumière, se nourrissant des traumas et de la dépression d'Amelia comme d'un nectar sucré. Il est dur de croire qu'on peut descendre aussi bas dans les profondeurs de son propre désespoir. Mr. Babadook est un film presque à huis clos, extrêmement bien réalisé, sans recours excessif aux effets spéciaux. On aurait d'ailleurs pu imaginer ce film au théâtre, tant l'intensité des décors sombres et l'univers restreint parviennent à illustrer les propos avec finesse. Le scénario est inquiétant, troublant et certaines scènes vont rester gravées dans ma mémoire pendant longtemps. Parmi les points forts, une ambiance tendue à couper au couteau et une trame sonore subtile qui sublime chaque moment. Les acteurs sont à la fois d'une vérité criante et profondément effrayants. Essie Davis, dans le rôle d'Amelia, livre une performance intense portant le film sur ses épaules. Enfin, j'ai beaucoup aimé que le véritable sujet du film se révèle peu à peu, nous emmenant au-delà de ce qu'on attendrait au départ pour finalement aborder ces monstres intérieurs que nous pouvons laisser nous envahir ou, au contraire, contrôler. Je donne une note de 4,7 frissons sur 5. Dr. Sleep est un film d'horreur psychologique, oui, je reste dans mes thèmes, qui a été adapté du livre du même nom écrit par Stephen King. L'adaptation a été réalisée en 2019 par l'excellent Mike Flanagan qui nous a fait cadeau de Haunting of Hill House et de Bly Manor. Alliant habilement la psychologie humaine et les expériences paranormales,
Flanagan nous amène dans l'univers de King avec une touche actualisée et amenant de nouveaux éléments à l'histoire de la famille Torrance du film The Shining. Le film explore les thèmes des dons psychiques, de la spiritualité, des traumatismes et des addictions, tout comme son prédécesseur The Shining avant lui. Petit aparté, je cherchais un classique indémodable à vous présenter, mais j'ai vite réalisé que mon film préféré, The Shining, de Stanley Kubrick, était un peu trop un pilier du cinéma d'horreur pour que je m'évertue à vous le présenter et vous convaincre de le regarder. Je vais plutôt vous parler d'un film spin-off qui raconte la vie d'adulte de Danny Torrance. Mais avant, je vais vous faire un petit recap rapide du film The Shining pour la forme. Attention, cette section contient des spoilers. Si vous n'avez pas vu The Shining, vous pouvez avancer d'une 30aine de secondes. Jack, Wendy et leur fils Danny Torrance déménagent temporairement dans l'hôtel Overlook après que le père ait obtenu le contrat de s'occuper de la maintenance du domaine pour la saison morte. Auteur peu inspiré, ce dernier se dit qu'il pourra en profiter pour écrire, ayant peu de distractions dans le lieu si isolé. Danny, le fils, s'habitue rapidement au lieu et en visite les moindres raccoins. Tranquillement, le domaine censé être vide devient le théâtre de visions sanglantes, notamment de jumelles étranges, de morts atroces dont Danny est témoin. Il est le Shining, l'enfant lumière, et peut voir au-delà de la vie. Durant ce temps, Jack, le père, perd de plus en plus contact avec la réalité et la pauvre Wendy, spectatrice de ce macabre spectacle, tente de faire sens des visions d'horreur et de la transformation subite de son mari. Le film termine sur une note dramatique alors que Wendy et Danny arrivent à se sauver de l'hôtel, laissant Jack derrière en proie à ses démons. Dr. Sleep commence donc plusieurs décennies après la fin horrifiante de l'histoire racontée dans The Shining. Danny, maintenant dans la quarantaine, est de toute évidence toujours marqué par les traumatismes qui ont bercé son enfance et continue de voir, que dis-je, de sentir les visions de l'au-delà à travers son Shining, le mot désigné pour signifier son sixième sens. Travaillant dans un centre de soins longue durée local, il réussit notamment à apaiser les vieux en fin de vie. C'est ce qui lui vaut le surnom de Dr. Sleep. Dans un rêve télépathique, il rencontre une jeune fille possédant le même don que lui, du nom de Abra Stone. Celle-ci apprend à peine à utiliser son don, qui surpasse celui de Danny, par le biais de rêves où elle peut prendre contact avec d'autres personnes possédant aussi ce don. Leur similitude amène Danny et la jeune fille à lier une amitié à distance. Pendant ce temps, et à leur insu, une bande de créatures nommées The True Knot, un hybride entre des sorcières et des vampires avec des intentions peu recommandables, sévissent un peu partout en enlevant des enfants possédant le don, afin de leur soutirer leur essence vitale. Pour eux, c'est une source de jeunesse éternelle et ils tentent de traquer Abra par les songes télépathiques aussi. On sent ici des thèmes similaires au fameux Hocus Pocus de 1993, n'est-ce pas? Le culte décide ensuite de traquer Abra pour son Shining ultra puissant, réputé pouvant nourrir plusieurs personnes. Danny et Abra se lanceront dans une contre-attaque puissante envers Rose, la chef de la bande True Knot, et dans cette course contre la montre, feront un retour à saveur très très excitante et nostalgique pour le spectateur par l'hôtel Overlook. Ils considèrent ce lieu comme étant l'apogée du mal, rempli de fantômes, d'esprits malveillants et à l'origine de ses traumas. En combattant Rose en ce lieu, il revit aussi ses propres démons. La scène finale dans l'hôtel est tout à fait grandiose, je vous laisserai découvrir. Petite suggestion, regardez à nouveau The Shining, histoire de vous immerger dans l'univers jusqu'au bout des doigts. Le respect des codes et de l'esthétique que Stanley Kubrick avait choisi pour The Shining est la première chose qui saute aux yeux. Les fans reconnaîtront aussitôt l'œuvre originale de King, ce qui en fait une adaptation un peu plus appréciée de l'auteur que la version de Kubrick. Certaines scènes ont été reproduites dans leur intégralité pour soutenir le fil narratif, notamment dans certains flashbacks, mais avec de nouveaux acteurs mis en scène. Donc, plutôt que d'utiliser des images d'archives ou du CGI, qui peut être parfois mal réalisé, le tout a été filmé à nouveau. C'est très réussi et ça amène un brin de nostalgie indéniable. C'est d'ailleurs en raison du casting extrêmement bien choisi par les directrices de casting Anne McCarthy et Kelly Roy. Leur travail a grandement contribué à l'immersion complète dans l'histoire.
Note, on retrouve Henry Thomas dans le rôle de Jack Torrance. C'est un acteur fétiche de Flanagan qui, en plus d'avoir joué le père de famille dans Haunting of Hill House, était aussi le petit Elliot dans E.T. Fun fact, le réalisateur et son équipe ont dû reproduire l'hôtel Overlook dans son intégralité pour demeurer fidèle au film d'origine. Encore une fois, pas d'image de synthèse ni d'archives, c'est une œuvre d'art visuellement, rien de moins. Les plans originaux de Kubrick ont été retrouvés et utilisés. La scène d'ouverture est également un hommage à Kubrick, reproduisant exactement la scène d'ouverture de Shining. Sur ce, je donne un 4.6 frisson sur 5. C'est maintenant le tour à Kim de vous raconter ses suggestions. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Kim. En fait, j'œuvre plus dans le domaine de l'automobile que du film d'horreur, donc vous m'excuserez, je suis pas une podcasteuse aguerrie comme Xara. Mais je me porte au jeu aujourd'hui et j'ai décidé de vous présenter 2 films. Il faut savoir que premièrement, je suis un peu une moumoune, qu'on dirait en bon québécois. J'écoute les films dans le plein jour dans mon salon parce que sinon j'ai trop peur. Donc j'ai opté pour un film que j'ai déjà vu il y a longtemps, qui est un peu un classique, et un film que j'ai découvert pour vous le présenter, qui est un film un peu plus petit budget. Donc, mon premier film, j'ai choisi House on Haunted Hill, le film original qui est sorti en 1959, dont le nom français est La Nuit de tous les mystères, qui a été réalisé par William Castle, mettant en vedette Vincent Prince. Il y a également un remake qui est sorti en 1999, dont le nom français est La Maison de l'horreur. Pourquoi c'est différent? J'en ai aucune idée. Qui a été réalisé par William Malone. Fun fact, la première de celui-là a eu lieu le 27 octobre 1999, donc pour l'Halloween. Évidemment, il y a 40 ans qui se séparent les 2 films, mais le synopsis est sensiblement le même. Soit on a un groupe de personnes invitées à passer la nuit dans un manoir hanté pour gagner de l'argent. C'est assez traditionnel comme histoire, mais il y a des twists quand même assez intéressants. On commence par le film de 1959. Il est évidemment en noir et blanc, dans la tradition gothique. On mise beaucoup plus sur l'ambiance que les effets spéciaux. C'est même un petit peu théâtral et limite humoristique à certains moments. C'est un bon divertissement pour ceux qui aiment les films d'époque. J'ai aimé la dynamique un peu twisted entre les hôtes de La Nuit au manoir. C'est un genre d'amour violent qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le remake. Je m'éterniserai pas trop sur le film de 1959 parce que je veux vous parler plutôt du remake de 99 qui est beaucoup plus gore, beaucoup plus horrifique, plus d'effets spéciaux bien sûr. Ça se passe dans un asile psychiatrique ici qui a été abandonné où, anciennement, l'équipe de docteurs performait des expériences cruelles et peu orthodoxes sur les patients. Le bâtiment a été abandonné après qu'un feu ait tué tout le monde à l'intérieur en pleine mutinerie des patients. Bonne histoire classique, puis a ensuite été rénové partiellement par les propriétaires qui le louent pour des événements. Des très bonnes idées. Le film commence, on rencontre un magnat des parcs d'attractions qui doit organiser la fête de sa femme qui est toujours en quête d'émotions fortes. C'est elle qui choisit l'endroit là-bas à l'asile. Dès le début, il y a des choses qui clochent. Les invités présents sont pas ceux qui ont été choisis par le couple. Le propriétaire des lieux a l'air terrorisé, veut partir au plus vite avec son chèque. Bref, le film commence et le millionnaire promet $1 million à tous ceux qui resteront jusqu'au lendemain matin. On comprend alors qu'il en fait un genre de jeu, qu'il a installé des dispositifs et des pièges pour semer la panique et l'horreur. Lorsque l'ancien système de lockdown s'actionne soudainement puis barricade les issues, les invités sont mitigés, commencent à se demander ce qui se passe, si c'est une tactique du millionnaire pour leur faire peur ou si c'est vrai. Le vrai cauchemar commence lorsque la bande décide d'aller dans le sous-sol afin de trouver les commandes du système pour quitter les lieux. Le sous-sol ayant été laissé intact depuis des dizaines d'années, évidemment, après le feu, on y retrouve toutes sortes de salles sordides d'électrochocs, de genre de machines pour rendre les gens fous. Et bien sûr, je vole pas un punch en vous disant qu'il y aura des esprits maléfiques datant du temps de l'asile qui vont tout faire pour tuer tout le monde. Personnellement, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué il y a 25 ans. C'est sûr que maintenant, les effets spéciaux sont quelque peu dépassés. On réussit quand même à avoir quelques frousses et sursauts et c'est particulièrement gore et dégueulasse en tout temps. En somme, c'est un film divertissant. Par contre, la fin est à mon avis un petit peu garochée et assez mauvaise, comme plusieurs films d'horreur d'ailleurs. Tout ça mis ensemble, c'était quand même divertissant, puis je vais lui donner une note de 3.8 frissons sur 5.
Le film que j'ai choisi, il a plus petit budget, seulement 4 millions de dollars comparativement à House on Haunted Hill qui a coûté 19 millions à produire en 99. Celui-ci a été réalisé en 2016 par le Norvégien André Øvredal. Vous m'excuserez, il y a un accent sur le O et je ne sais pas comment le prononcer. On s'excuse à André. Son premier film en anglais, d'ailleurs, qui met en vedette Brian Cox et Emile Hirsch, qui sont les deux personnages principaux dans presque l'entièreté du film, ce qui rend ça assez intéressant. Ça commence et lors d'une analyse de scène de crime dans une maison d'une toute petite ville, le shérif découvre le corps d'une femme à moitié enterrée dans la cave de la maison. Il l'apporte à la morgue locale, qui est une morgue familiale gérée par le père et le fils. Dès le début de l'autopsie performée par les deux personnages principaux, on découvre plusieurs anomalies et plusieurs choses étranges sur la victime, comme par exemple elle a la langue tranchée. On découvre un morceau de tissu caché à l'intérieur de la cage thoracique qui n'a pas été décomposé. Plus l'autopsie avance, plus il se passe des choses bizarres, la radio qui fait des drôles de bruit, les lumières, etc. Pour ajouter la cerise sur le sundae, une tempête record se développe à l'extérieur, forçant les deux thanatologues à travailler avec l'électricité vacillante et rend impossible de quitter les lieux. C'est des thanatologues? Oui. OK, j'étais pas sûre. Oui. Carry on. D'emblée, l'ambiance est super lourde. Il y a que très peu de musique durant le film, puis l'atmosphère effrayante est super bien réussie. C'est comme lourd mais silencieux. C'est étrange à dire, mais vous comprendrez si vous écoutez le film. Si vous êtes fan de gore, l'autopsie est très bien faite et est vraiment mise de l'avant-plan. On voit tous les détails, c'est dégueulasse à souhait tout au long des découvertes. Les deux acteurs principaux font vraiment un excellent travail. J'ai été rivée à mon écran en attente de découvrir qui est cette Jane Doe et pourquoi il se passe autant de trucs étranges depuis qu'elle est là. Finalement, la fin est un peu prévisible, mais quand même remplie de rebondissements, de sursauts. J'ai bien aimé l'utilisation des scènes classiques de jump scare, genre regarder sous le seuil de la porte ou dans un trou fait avec une hache. Vous voyez le genre, c'est des classiques, mais ça surprend à chaque fois. Pour un film avec si peu de budget, j'ai été, ma foi, fort divertie. Et je lui donne donc la note de 4.1 frissons sur 5. Merci Kim pour tes suggestions, c'est super apprécié. Et comme c'est un épisode spécial où j'ai un invité, on va rajouter évidemment un petit segment. On va discuter des films. De mon côté, j'ai vraiment aimé ta suggestion, ta deuxième suggestion, parce que j'ai vu le premier. Évidemment, c'était quand même un classique. Je pense qu'on l'a tous vu quand on était plus jeune. Oui, en fait, je l'ai vu assez récemment. Ah! C'est mon copain là, qui voulait regarder ça. Ouais, qui voulait regarder ça récemment. Donc, effectivement, oui. C'est un classique. Je pense qu'ils ils ont voulu reproduire aussi, la trame narrative classique là, du film d'origine. Donc, ce qui fait que, bon, c'est un peu prévisible, mais en même temps, updaté. On réinvente pas la roue, mais c'est quand même intéressant, le visuel dans l'asile, puis ainsi de suite. T'sais, c'est tous les classiques qui font assez peur, surtout pour les gens moins aguerris comme moi, d'ailleurs. Tout à fait. Puis, tu sais, pour les personnages, c'est un peu, encore une fois, des stéréotypes. Là. Oui, c'est ça. Il y a peu de profondeur dans les personnages, mais on l'apprécie un peu, le stéréotype, puis sans vouloir vendre de punch, il y a un petit twist de love story un peu là-dedans. Bref, c'est divertissant. C'est un bon film de mardi soir. Excellent. Avant d'aller plus loin, on veut juste vous avertir que dans ce segment, ça se pourrait qu'il y ait des spoilers. On parle des films un petit peu plus en profondeur. Donc, vous savez maintenant de quel film on parle. Si vous ne savez pas ou vous avez mal entendu, le nom des films se retrouve dans la description de l'épisode. Donc, si vous n'avez pas vu les films ou que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'avancer ou bien de revenir plus tard. Sinon, le film dont tu parlais, le film avec la morgue, c'est quoi le nom? Autopsy of a Jane Doe. Autopsy of a Jane Doe. C'est très moi comme film, on dirait. Mais je me doutais quand j'ai regardé, en fait, ça a été suggéré dans plusieurs blogs d'amateurs de films un peu d'horreur. Puis quand j'ai vu, premièrement, moi, ça m'intéressait, mais je te connais très bien. Mm-hmm. Les gens vont peut-être le savoir dans notre dynamique. Mais je me suis dit que c'était un film que tu allais probablement apprécier s'il était bon. Donc, je me suis sacrifiée pour l'équipe pour l'écouter. Puis finalement, c'était super divertissant. J'ai trouvé très bon. Je te conseille de l'écouter. Parfait. C'est sûr que je l'écoute. Il est disponible sur Shudder. Oui, il est sur Shudder, exactement. On rappelle aux auditeurs que Shudder, vous pouvez prendre un mois gratuit avec Amazon Prime. Donc,
Je vous en ai suggéré d'autres dans les épisodes précédents. Donc, si jamais vous voulez tout binger ça dans le même mois, profitez-en avec le mois gratuit de Shudder. C'est parfait pour le mois d'Halloween. Définitivement. Puis la liste, il y a quelques années, j'avais pris un abonnement, puis je me souviens, c'était pas super. Mais on dirait qu'avec le temps, Shudder prend un peu de galon, là, puis il commence à avoir des films un petit peu plus niche, un petit peu plus série B, mais aussi le fabuleux A Night with the Devil dont j'ai parlé dans l'épisode 5, qui est une nouveauté, là, dans le fond, une exclusivité Shudder, finalement. Que je regrette d'ailleurs de pas avoir regardé pour l'épisode de ce mois-ci. J'avais comme pas encore décidé que j'allais faire un épisode d'Halloween. Ça aurait pu être un excellent moment pour vous en parler, mais bref, pour ceux qui ont pris du retard dans vos écoutes, vous irez écouter l'épisode 5 qui suggère aussi un excellent film d'Halloween, Night with the Devil. Donc, pour mes suggestions, toi, t'as vu ni l'un ni l'autre, c'est ça? Moi, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Comme je disais, je ne suis pas une amatrice de films d'horreur aguerris. J'apprécie l'art, mais faut pas que ça fasse trop peur. Le premier dont tu as parlé, définitivement, avec les sujets abordés, je ne l'écouterai pas. Non, la maman en toi, oui, de la misère. Oui, entre autres, j'ai jamais aimé. J'ai toujours eu super peur du croque-mitaine quand j'étais jeune, donc déjà là, ça me rejoint pas. Le côté avec l'enfant problématique puis les visions, c'est moins dans ma palette, mais ça me semble être un film qui est super intéressant. C'est dommage que je sois aussi moumoune. Le deuxième, par contre, j'ai trouvé ça pourrait être une bonne écoute. Oui, tu sais, c'est pas trop épeurant, je dirais. C'est sûr qu'on reprend, c'est un classique, le Shining. Tu sais, moi, mes parents m'ont dit qu'ils avaient été complètement horrifiés quand ils ont vu ce film-là. C'est sûr que pour l'époque, quand c'est sorti, tu sais, faut remettre les choses en perspective. C'était quand même très graphique là, pour cutting edge. Ouais, pour l'époque. C'est sûr que maintenant, avec les films qui sont sortis plus récemment, c'est un petit peu moins graphique, c'est un petit peu moins visuellement. C'est comme, ça reste que The Shining, c'est visuellement super beau, mais c'est moins gore, mettons. Oui. Puis, ça va un peu dans cette veine-là, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le côté psychologique des personnages. L'esthétique, tu sais, les espèces de codes cachés de Kubrick il y a eu un super bon dans le fond, un hommage, là, dans le fond, rendu au visuel de Kubrick, mais en même temps, une attention particulière à la version écrite. Pour ceux qui savent pas, dans le fond, Stephen King avait manifesté assez vocalement son désaccord lorsque The Shining était sorti. Ah oui. Il avait trouvé que Kubrick avait pris beaucoup de liberté par rapport au livre, qu'il avait rajouté des significations puis des symboliques que King trouvait que ça lui appartenait pas. Donc, je dirais que Dr. Sleep est un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'il va garder l'essence de l'ouvrage de King à l'écrit, mais reprendre aussi des hommages à Kubrick qui, tu sais, dans le fond, les deux ouvrages ont été appréciés par le public pour des raisons différentes. Puis je pense que Flanagan tu sais, on s'entend dans le monde de l'horreur, il a sorti plusieurs trucs assez visuellement poignants. Si j'en parle de Haunting of Hill House, qui, quand est sorti, c'était un renouveau du genre. C'est des séries d'horreur, il n'y en avait pas. Non, vraiment. Exact. Qui est comme semi-grand public, mais qui vient quand même chercher le côté horreur. C'était d'ailleurs excellent. Oui. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, tu sais, que ce soit un film ou une série, quelque chose qui était aussi intriguant, quelque chose qui était aussi visuellement beau. Il y avait des scènes vraiment émotives, puis il y avait des scènes vraiment très horrifiques, puis la balance entre les deux, puis la profondeur des personnages, c'est vraiment intéressante. Fait que c'est le genre de truc qu'on va retrouver dans Dr. Sleep. C'est sûr que c'est un film. Bien qu'il soit long, il est quand même 152 minutes, donc c'est un très long film. Un feu roulant de divertissement. Oui, ça a d'ailleurs été critiqué par le public, là. Il trouvait un peu long, un peu étiré, mais c'est sûr que, tu sais, si on regarde The Shining, c'est un film qui était très long. Oui. Puis il a décidé de pas couper nécessairement dans le contenu du livre pour vraiment apporter l'essence de au Stephen complet. King. Ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est quand même un peu long. C'est sûr qu'en format série, peut-être que ça aurait été intéressant. À la limite, une série limitée en 3 ou 4 épisodes, on aurait pu étirer ça, mais je sais pas sur qu'est-ce qui aurait pu étirer, parce que franchement, je trouve qu'on a fait le tour quand même en 152 minutes. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, le fait d'avoir fait une série, là, Haunting of Hill House, où
c'est que tu peux vraiment naviguer entre les moments plus psychologiques puis les moments plus horreur, puis vraiment prendre le temps de ficeler super bien les personnages. Il n'y a pas trop de passe-droit. Puis ça permet aussi à l'auditeur qui est moins aguerri comme moi de prendre des pauses. Parce que des fois, tu sais, quand t'étais vraiment... quand c'est très immersif, t'es dans ton film, puis t'es vraiment dedans, ça te fait... Parce que c'est le but un peu des films d'horreur, des films de suspense, c'est de te faire sentir des émotions à travers ça. Mais quand c'est en série, au moins, ça te permet d'avoir une petite pause après... Je pense que t'as des épisodes d'1 heure, mais t'as comme un break un peu dans ton émotion. Oui. Puis tu peux décider de continuer ou de continuer le lendemain. Exact. Non, c'est vrai que le but, c'est de susciter des émotions fortes. Oui, gros, exact. là, La peur, l'effroi, si tu veux. Puis, selon le type de film d'horreur, j'ai parlé de plusieurs types de films d'horreur déjà dans le podcast, puis je vais continuer à le faire, mais selon le sous-genre ou selon le thème, des fois, ça peut varier en intensité du début à la fin. T'sais, notamment les films de found footage, c'est généralement intense tout le long parce que dans le fond, bon, c'est la réalité qui est pire que la fiction ici. Mais dans d'autres films, comme justement des séries comme ça, ça fluctue. Là, effectivement, pour le spectateur, ça permet de donner des petites pauses. Des petites pauses dans l'émotion. Finalement, le Babadook, c'était je l'avais vu une première fois à sa sortie, puis j'avais vraiment juste vu le premier degré, je dirais, du film, là, qui est dans le fond plutôt l'imagerie du croque-mitaine, le bonhomme qui est absolument laid, qui fait peur, qui a l'air d'une figure de paralysie du sommeil, là, tu sais, une espèce de figure noire dans le fond d'une pièce, c'est absolument horrifique. Il fait des espèces de croassements de sons qui sont absolument atroces. Mais j'étais vraiment restée là-dessus, puis je me souviens que j'aurais jamais voulu que ça rentre dans ma chambre et tout ça, mais en le regardant une deuxième fois, c'est vraiment l'aspect deuxième degré de la santé mentale de la mère qui dépérit en même temps. Dans le fond, la montée du Babadook, c'est comme la descente de la santé mentale de la mère, là, c'est comme proportionnel en même temps. Puis ça rend le tout vraiment horrifiant. Là. À plusieurs égards, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va faire à son fils, là, ou jusqu'où elle peut aller dans sa descente aux enfers, là, ce qui rend le tout vraiment plus inquiétant finalement qu'un simple croque-mitaine. Oui, je comprends. Qu'on va parfois, je pense que la terreur humaine, tu sais, l'humanité fait quasiment plus peur que les choses qu'on peut s'imaginer dans notre tête, hein? Exact. Oui, parce que ces gens-là, on les côtoie. Ces gens-là, ça peut arriver un peu à n'importe qui, tu sais. Même. C'est effrayant de se dire qu'on peut aller jusque-là. Absolument. Intéressant. Je l'écouterai pas quand même. Non, mais je pense que je te l'ai assez raconté, puis en dehors du micro, je pourrais aussi te donner plus de détails. Mais tu sais, bref, ce que je trouverais intéressant, puis je l'ai dit un petit peu tout à l'heure quand je l'ai présenté, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'ils fassent une pièce de théâtre avec ça. Ça n'existe pas beaucoup des pièces de théâtre d'horreur. Je trouverais ça vraiment intéressant dans le contenu culturel québécois qu'il y en aille. C'est le genre de film qui pourrait très bien se refaire en théâtre parce que, justement, tout se passe dans la maison, en huis clos. C'est une atmosphère qui est très dark, mais tu sais, encore une fois, il y a comme 2 personnages ennemis, là. C'est-à-dire la mère, le fils, puis bon, le Babadook qui est là, mais pas là. Puis tu sais, t'as une scène, t'as la sœur qui est là, la sœur de la mère qui est là, puis qui la juge, puis t'as la voisine qui vient cogner puis qui est inquiète, mais tu sais, c'est le genre de truc que tu sais, t'as vraiment besoin de 2 personnages principaux, puis je pense que c'est vraiment l'ambiance, l'espèce de crescendo de pression que tu te demandes jusqu'où elle va aller dans sa folie, qui fait que c'est intéressant. Puis je pense que ça pourrait très bien se reproduire en format théâtral. Ça me fait penser justement au deuxième film que j'ai présenté où est-ce qu'il y a 2 personnages principaux pour 80% du film. Puis c'est justement des fois, c'est que un film qui est pas supporté par beaucoup de personnages et beaucoup de scènes et ainsi de suite, il y a peut-être plus de profondeur aussi dans le film, puis tu peux vraiment mieux voir la façon qu'ils se sont investis dans le scénario puis dans l'émotion. J'ai l'impression que ça fait des fois des films un petit peu plus deuxième degré, là, comme tu dis. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti aussi dans Autopsy of a Jane Doe, même chose. Ouais, puis tu sais, comparativement à des films grand budget ou des films plus blockbuster, ben c'est sûr qu'on
tout ne repose pas sur les effets spéciaux, tout ne repose pas sur la musique, tout ne repose pas sur des effets à grand déploiement. On est vraiment dans la psychologie des personnages, dans les jeux d'acteurs qui sont, je sais pas de ton côté, mais de mon côté, le jeu d'acteur de l'actrice principale était... C'est fou, tu sais, des fois, elle fait comme des espèces de cris, sa face se déforme, là. Tu sais, t'as des acteurs avec du talent vraiment incroyable qui n'auraient pas eu l'occasion dans d'autres productions de se laisser aller comme ça, là. Vraiment, c'est, comme je disais, c'est elle qui porte le film, là. C'est vraiment incroyable à voir, là. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Je comprends. De ton côté, est-ce que tu as senti ça aussi, là, que c'était vraiment... est-ce que les acteurs, tu trouvais qui jouaient... Oui. C'était-tu intense, le jeu, ou c'était plus... C'était excellent. Je dirais que c'est le père qui a vraiment supporté le film. D'ailleurs, j'ai lu un peu sur lui, puis il a gagné un Golden Globe pour d'autres films. Il y a plusieurs prix sous sa cravate, là. Donc, vraiment, c'est lui qui a porté beaucoup le film. Les effets spéciaux marquent une grande place à cause du côté autopsie, puis bien sûr, spoiler alert, il y a d'autres corps et on comprendra qu'ils vont éventuellement se réveiller pour venir essayer de tuer tout le monde. Bref, mais oui, le jeu d'acteur du père est exceptionnel, le fils aussi, mais le père, je lui donne une petite mention spéciale. Mention spéciale au papa. Bon, l'affiche est très creepy. Oui, d'ailleurs, la Jane Doe, qui ne fait rien dans tout le film, qui est juste là, est quand même très creepy. Oui. Ouais, un grand succès. La qualité aussi du corps synthétique qu'ils ont utilisé pour faire l'autopsie, c'était dégueu. Ça avait vraiment l'air d'une autopsie, c'était quelque chose. Non, c'était très bon. Suggéré, c'était un bon choix. Je suis contente d'être tombée sur un bon film comme ça, que tu n'avais pas vu aussi. Non, que je n'avais pas vu. Ouais. Effectivement, là, pendant qu'on se parle, là, je regarde un petit peu, là, puis il avait été la première. Il est sorti dans un film torontois en premier. Oui. Il a été premier au Toronto International Film Festival. Donc, un film petit budget, un film qui peut-être visait un plus petit public, là, c'est un petit peu plus niché peut-être. Oui. Mais c'est sûr que je vais regarder ça. Ça me fait penser un petit peu... je suis un peu craintive. J'aime pas trop les corps morts, tu sais, puis les films très silencieux, on dirait. Effectivement, ça met comme une espèce de pression. Ah oui, vraiment. T'es comme en pleine attention. C'est là où les jumpscares font le plus peur, parce que t'es vraiment en mode attente. Il se passe pas grand-chose. Tu peux pas être distrait par d'autres choses. Le silence est lourd, exact. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Le silence remplit, dans le fond, l'espace, tu sais, puis... On le dit souvent, un silence bien placé peut remplacer un dialogue. 100%. Puis dans ce film-là, c'est vraiment la première chose que je me suis rendu compte, surtout dès les premières minutes du film, c'est vraiment le poids du silence, définitivement. Ah, ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que j'ai avoir de voir. Tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ça me faisait penser au jeu Mortuary Assistant, que j'ai essayé de jouer, puis j'ai toffé... même pas 1 heure, là, parce que dans le fond, tu joues un thanatologue qui doit défaire des corps, puis il y a du bruit à l'extérieur de la pièce, puis c'est tellement immersif, là, je me sentais... Puis justement, il y a pas vraiment de bruit, mis à part tes outils, quand tu te marches, tu sais, t'entends tes pas, c'est vraiment intense, là. Moi, je l'ai souvent dit... à ceux qui me suivent là, dans le Discord d'avant d'aller dormir, mais que j'aime l'idée des jeux d'horreur, j'aimerais ça être capable d'en faire plus, mais vraiment, c'est comme, autant que j'ai pas super peur des films d'horreur puis que j'en mange, autant les jeux, c'est comme un degré trop immersif pour moi. On dirait que quand je me ramasse dans l'action, il faut que je prenne des décisions, j'arrive plus. Ça impère ton jugement décisionnel, même si tu le sais que c'est un jeu que t'es dans ton salon. Ouais, je veux juste me sauver. Tandis que, tu sais... Fight and flight. Exact. Puis tu sais, quand je suis dans mon salon, je regarde un film, comme l'environnement qui m'entoure, je sais que je suis en sécurité, j'ai pas peur, puis même après, tu sais, c'est rare. Des fois, il y a des images qui vont me marquer, là. Tu sais, don't get me wrong, je veux dire, des fois, je vais fermer mes yeux, je vais être comme, tu sais, je vais y repenser jusqu'à quand j'en reviens pas, c'était vraiment dégueu ou c'était vraiment intense, cette scène-là, ça peut me marquer, mais je vais pas nécessairement craindre d'être seule chez moi ou autre, là. Moi, oui, mais tu vois, ça fait une belle différence au niveau de nos deux avis, t'sais. Oui.
Oui. Tout à fait. Ben écoute, dans ce cas-là, avec ces informations-là, je te dirais que Babadook, peut-être tu pourrais sauter. Oui. Pour nos spectateurs un petit peu plus aguerris et qui aiment un petit peu brasser leurs convictions, puis aller très loin dans dans l'horreur psychologique, je vous le recommande. Tu sais, ça me fait un petit peu penser au film Carrie, qui est un classique aussi. Tu sais, Carrie, c'est une femme qui parle pas un mot plus haut que l'autre, qui se fait un petit peu bardasser, qui est un petit peu ostracisée, puis qui, à un moment donné, elle développe... elle fait brûler des affaires. Fait que, tu sais, c'est un peu ce genre de personnage-là, la mère, où, tu sais, tu la sens très oppressée par le regard que les gens ont sur son fils, puis elle-même comme personne endeuillée qui ravale beaucoup, puis à un moment donné, c'est comme si tout sortait d'un coup. Fait que c'est vraiment intéressant au point de vue du développement des personnages, mais le visuel est vraiment épeurant. Donc voilà, une recommandation non recommandable pour toi, ma chère Kim. Parfait, j'en prends bonne note. Et pour Dr. Sleep, recommandation 100%. Je pense que on va tomber dans tes cordes. Surtout qu'on sait qu'on aime bien réécouter le Shining une fois de temps en temps, toi et moi, ensemble. Oui, c'est un classique. Puis tu sais, il est vraiment plus grand public, là, je dirais. Là, tu sais, c'est Ethan Hawke qui fait le personnage principal. Bonsoir, je suis le monteur de Passion Frisson. J'interromps ce programme juste pour vous dire que c'est bien Ewan McGregor, le personnage principal de Dr. Sleep. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous. On est vraiment plus dans le hollywoodien, mais avec une belle touche Mike Flanagan, donc très psychologique, très beau aussi visuellement. Puis tout de suite après qu'on ait terminé l'enregistrement, je vais juste te montrer une scène qui rappelle The Shining, puis ça va te donner envie tout de suite d'écouter le reste. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Merci d'avoir écouté Passion Frisson, l'épisode 6, votre podcast de recommandations horrifiques. Cet épisode spécial Halloween vous était présenté en collaboration avec Kim, que l'on peut suivre sur TikTok et Instagram pour ses publications instructives pour le guide de l'auto. Donc, on te remercie grandement de ta présence aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux laisser ton handle Instagram ou bien tu préfères que les gens te suivent sur la page du Guide de l'auto? J'apparais dans plusieurs publications du Guide de l'auto, bientôt même à votre petit écran. Wouh! Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Kim_Kaya, Caya. Super. Et pour ma part, vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram à @XARAPOD. Vous y retrouverez non seulement le journal des sorties, mais aussi mes autres collaborations, notamment avec le Rendez-vous de l'étrange. Si vous avez aimé le format d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager vos avis sur Spotify ou Apple afin de rendre le podcast plus visible aux auditeurs qui ne nous connaissent pas encore. Donc pour aujourd'hui, je remercie mon cher Alex pour l'idée de The Shining qui m'a amené à vous raconter Dr. Sleep. Et pour le Babadook, on peut remercier Mes Pires Cauchemars. À tout bientôt!